Donc, écoutez, le projet en bref, c'était un réseau d'essais sur 4 entreprises avec 2 années d'implantation des légumineuses. C'était donc des semis qui étaient en dérobé. Et j'avais des critères, je voulais uniquement utiliser des légumineuses annuelles. Parce que moi, dans ma clientèle, j'ai des gars de semi-direct, des gars de travail minimum, puis j'ai des bio. Puis, à cette heure, quand je pense à des projets, j'essaie de faire des projets rassembleurs qui puissent servir à tout le monde. Fait que si le bio n'a pas besoin de labourer, ou le semi-direct n'a pas besoin de labourer à l'automne parce que ça se détruit, puis qu'on produit des belles biomasses, bien, je pense que tout le monde est gagnant. Alors, et aussi dans mes critères, en plus d'être des annuels, bien, je voulais avoir des sites qui n'avaient pas d'engrais de ferme. Je voulais pas avoir du bruit de fertilité généré par des fumiers. Je voulais aussi des champs qui n'avaient pas été nivelés dans l'année. Parce que c'est ça le problème, tu fais des essais en légumineuses, en dérobé, mais les champs de céréales en Montérégie, c'est des chantiers chez nous. C'est la niveleuse, le drainage, you name it. Fait que, tu sais, il faut trouver des carrés que la job est faite. Puis c'est là qu'on peut bâtir l'expertise sur la performance des cultures. Puis évidemment, je préférais un blé d'automne à un blé de printemps pour être certain d'avoir les meilleures biomasses. Je remercie évidemment la MAPAC pour le financement. Donc, les producteurs, on les a mentionnés tantôt. Fait que c'est Saint-Bernard-de-la-Colle, Napierville, Saint-Rédempteur, Saint-Anicette et Saint-Stanislas de Cotica. Fait que c'est Sainte-Agnès de Dundee. Bon, je me suis trompé. Mais c'est la première fois qu'elle me le dit. Fait que, tu sais, t'aurais pu me le dire avant. Là, j'ai l'air d'un niaiseux, là. Mais Saint-Stan, ça commence à être loin de mon champ de compétences aussi, là, tu sais, c'est vraiment loin. Donc, pourquoi triper sur les légumineuses annuelles? Ben, moi, je vois beaucoup d'avantages à l'implantation à la dérobée par rapport aux implantations intercalaires de vivaces au printemps. Entre autres, quand on a récolté les céréales, ben, je trouve qu'on a des meilleures conditions d'ensemencement. On sème, on a un semoir, on fait une mise en terre, on a une profondeur de semis. On a aussi une culture qui s'établit par elle-même, elle ne vivote pas en dessous d'une autre récolte. Là. Généralement, c'est des annuels, donc souvent, les annuels ont le réflexe là, de faire des biomasses et de pousser rapidement parce que rapidement, ils veulent aller en floraison. Ça permet aussi, dans certains cas, pour ceux qui en ont besoin, là, de valoriser les engrais de ferme puis les incorporer pour faire plaisir à l'environnement. Ça nous permet aussi de faire un désherbage préalable, si jamais c'est un peu sale. Il n'y a aussi aucun risque d'avoir une interférence avec la récolte principale de céréales. Et aussi, ce qu'on vise, c'est quelque chose qui est, je dis, probablement détruite, parce qu'on a appris que des affaires qui s'appellent annuelles aux États-Unis peuvent avoir un comportement bisannuel. Mais on vit bien avec ça. Les désavantages, évidemment, ben, tu sais, il faut que ça roule. Tu récoltes, tu sèmes, puis la période de temps pour l'implantation est moins longue. Et évidemment, on en a parlé ce matin, l'établissement peut être assez, en fait, peut être limité par l'absence d'eau. Puis, je dirais, généralement aussi, les coûts d'implantation sont plus élevés. C'est des plus grosses semences, plus gros taux de semis. Donc, la parcelle chez Daniel Gay en 2016. Fait que c'est ça qu'on a fait. Hein? On a fait des bandes de différentes... on avait six bandes distinctes. Puis, en fait, dans l'année d'implantation, on prend systématiquement les biomasses, les analyses foliaires, tout ça. Puis, en 2016, ce qu'on a fait, on avait 4 sites comme ça en 2015. On a gardé les 2 meilleurs sites. Puis, en 2016, on a fait des suivis sur les 2 sites de maïs. Et donc, en 2017, encore une fois, on va faire des suivis sur les implantations de 2016. Vous suivez? Qu'est-ce qu'on a semé? Ça vous a été présenté ce matin. J'ajouterais ici... fait que c'est essentiellement ces pois 40-10, pois autrichiens, trèfle d'Alexandrie, qu'on appelle aussi trèfle égyptien. Vous savez que les Égyptiens... Oh, je vous l'ai déjà dit. Hein? Je me répète. Trèfle incarnat, qu'on a abondamment parlé ce matin. La veste de Kaaba, qui est un croisement entre la veste commune et la veste à feuilles de cœur. Pourquoi la veste de Kaaba? Bien, un soir, on a pris une bière avec un Américain, puis lui, il tripait sa veste de Kaaba, fait qu'on en a semé. Tu sais, des fois, c'est niaiseux de même, là, c'est vraiment... Puis là j'entends parler de veste de Kaaba matin, puis là, je repense à la bière que j'ai eue avec l'Américain, parce que c'est un peu à cause de cette bière-là, tu sais. Et ça, ici, c'est l'idée à Sylvie. Hein, Sylvie qui... parce que moi, je voulais juste des mélanges purs. Je voulais pas de mix, parce que si je veux observer une plante, je veux observer son comportement. Ça me tente pas de la mixer. Je veux voir c'est quoi son potentiel en soi, cette espèce-là. Mais là, Sylvie, gna 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 gna.
On s'est... Fait que là, Sylvie, moi j'aimerais ça, on pourrait baisser le coût du pois fourragé, dropper ça à 60 kilos, puis mettre un peu de radis, puis il me semble que ça serait funny, tu sais. Je dis, regarde, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir à Sylvie, hein? Donc, elle a encore gagné et on l'a fait. Ça, c'est le résumé, le portrait vraiment global des implantations des cultures de couverture de 2015 sur les 4 sites. Et on voit, il y a des sites que ça torque vraiment, 2,7 tonnes de moyenne pour l'ensemble des cultures. Monsieur Canel en semi-direct, 1,6 tonnes. Puis des sites où ça fonctionne un peu moins bien, là. Et de là l'importance, là, vraiment, de vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça marche et au bon moment. Le semis chez M. Landry a été fait beaucoup trop tard, le 9 septembre. Mais ça, une fois, c'était un site où il y avait des chantiers de nivellement, de tout ça. Puis on a eu un peu de problème de paille qui était fauchée beaucoup trop haut. C'était en semi-direct. On a plus ou moins bien réussi. Fait que, tu sais, Gay Piconel en 2015, vraiment des belles implantations. 2016, une très bonne année pour les implantations aussi. En moyenne aussi, des très bonnes biomasses. Encore une fois, chez Landry, une implantation beaucoup trop tardive, le 17 septembre, mais bon, c'était quand même mieux que l'année d'avant. Et j'attire votre attention ici, le client Ricardo, je salue son initiative, là, très intéressant. Pourquoi ces biomasses ne sont pas élevées? Bien, une photo vaut 1000 mots. C'est qu'il a implanté en rente pour que ce soit dans des bandes de 30 pouces pour faire du semi-direct l'année prochaine dans l'ensemble des cultures de couverture. Fait que les biomasses ne sont pas exceptionnelles, mais ce n'est pas plein champ. Fait que l'année prochaine, le client Ricardo, M. Seguin, va aller se mettre là-dedans. N'est-ce pas, Ricardo? Puis tu vas suivre ça, Ricardo, hein? Exactement. Claro que si. Donc, qu'est-ce que ça a l'air, ces régresses-là? On avait toujours, évidemment, tout ça est comparé avec un témoin. Parce qu'on veut avoir une bande qui n'est pas de légumineuse. Fait que, dans le cas présent, c'était soit du blé volontaire ou du régrasse. Écoutez, c'est clair que ça ne fait jamais les biomasses des légumineuses annuelles. On tourne, bon an, mal an, autour de 1,5 tonnes. C'est une contribution importante, ce n'est pas pour la négliger, mais on met ça en comparaison. C'est clair que la teneur en azote est plutôt faible. Le pois fourragé, sur les 2 années d'observation, évidemment, c'est la reine des légumineuses annuelles. Très bonne implantation, très bon recouvrement. Teneur en azote, évidemment, on va montrer les teneurs des biomasses foliaires tantôt, très élevées. 2015, on a une petite surprise à Saint-Bernard, puis sur certains sites, 15 octobre, là, ça a gelé vraiment raide. Bien, le pois, c'était le premier à lever. Ça a gelé raide. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit, sacrément, mon azote qui s'en va, tu sais, le spectre de l'azote labile, puis qu'il ne restera rien pour mon maïs. Comme le nuage de pollen qui s'en va à l'horizon. Enfin, préoccupation, plante qui gèle un peu vite. Moi, vous avouez que je n'ai pas trop trippé cette année-là. Et en 2016, par contre, les années se suivent et ça ne ressemble pas. Vraiment, faites attention aux sclérotes parce que j'en ai constaté cette année des sclérotes chez un de mes clients bio. Il y avait des biomasses après du blé d'automne qui étaient colossales. Puis on est allé prendre des biomasses parce qu'on voulait battre Jean-Pierre Yvon sur le volume. On n'a pas réussi. Mais ça m'a permis de constater vraiment la présence importante de sclérotinia. On revient en maïs l'année prochaine, mais tu sais, il faut l'avoir un peu. Bon, Duel, il capote un peu, mais il n'y a pas tard, peut-être. Donc, qu'est-ce que ça donne, le pois fourragé? Ça donne des biomasses qui varient là, de 2,3 à 4,7, 4,5 tonnes. En 2016, vraiment supérieur. Monsieur Séguin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les bandes de 30 pouces. Et l'azote immobilisé, écoutez, ça joue un peu au yo-yo, là, mais jusqu'à 165 unités d'azote dans la biomasse aérienne. On continue. Pois fourragé et radis, le mix à Sylvie. Hein? Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je le reconnais. Excellente biomasse, vraiment des bonnes biomasses. Écoutez, c'est sûr que c'est inférieur au pois pur au niveau de la matière sèche et des teneurs en azote, mais en tout cas, j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous ne capoterez pas avec les volumes d'azote dans vos biomasses parce que faut regarder ça, oui, mais il y a d'autres choses à regarder.
ce que je trouve très intéressant, deux choses que je trouve intéressantes. Bon, c'est clair que le radis fourragé fait des méchantes carottes, puis il fait une très belle macroporosité, qui va permettre le ressuyage du sol. Et aussi, ce que j'aime beaucoup pour les producteurs biologiques, c'est que, un raigrasse, c'est agressif. Quand ça décolle, là, ça fait vraiment une rosette au sol, là, puis c'est assez agressif pour les mauvaises herbes. Puis ce que j'aime aussi, c'est que, bien qu'il y ait une biomasse pas loin d'être celle du pois 40-10, c'est plus aéré, c'est un petit peu plus ventilé, à cause de la présence du radis là, qui occupe un certain pourcentage du champ. Fait que peut-être qu'on élimine un peu des problèmes de moisissure blanche, possiblement. Les biomasses, 3,9, 2,8, 3,5, 2,4. L'azote, on n'a pas les volumes de tantôt, on n'a pas les quantités, mais ça reste quand même des volumes vraiment significatifs d'azote immobilisé. Pour autrichien, moi je trouve ça très intéressant, mais à l'œil, ça ne paye pas de mine. La grosse différence avec le pois 40-10, c'est qu'en 2015, quand ça a gelé, le pois autrichien, lui, il n'a pas gelé. Lui, il continue. C'est ça sa caractéristique. Fait qu'aujourd'hui, le take-home message, là, parce qu'on l'a déjà dit un peu tantôt, trèfle incarnat frais, trèfle égyptien plus chaud, pois fourragé climat chaud, pois autrichien climat frais, bien, il faut vraiment mixer différentes biomasses, différents types de biomasse racinaire, puis des acclimatations, des adaptations climatiques qui sont différentes pour vraiment optimiser la croissance des couverts. Donc, les biomasses n'étaient pas exceptionnelles avec le pois autrichien. Excellente nodulation. On a fait des observations au niveau racinaire. Les teneurs en azote nitrique étaient très élevées le printemps suivant. On va vous montrer des données tantôt. Et aussi, il faut faire attention, ça peut passer l'hiver. Ça pourrait arriver. Donc, taux de semis quand même plus réduit que le pois fourragé, c'est plus petit, mais c'est quand même assez coûteux. 1,9 tonnes, 2,3 tonnes, 2,1 tonnes, 1,9 tonnes. Fait que, voyez-vous, inférieur au pois 40-10 et possiblement un peu moins d'azote immobilisé, a priori, je vous dirais, a priori. Trèfle d'Alexandrie, ça c'est le trèfle que Jeanne haït, parce que Jeanne, en 2015, c'était moche. Fait que Jeanne a dit « Ah, je ne le veux plus ce trèfle-là. » Ben, j'ai dit « Jeanne, quand on essaye 2 ans, tu lui donnes une deuxième chance. » Et 2016, c'était vraiment une implantation presque exceptionnelle pour cette plante-là. Ce qui est contradictoire avec d'autres observations qu'on avait faites chez les éleveurs laitiers qui l'avaient mis comme plante-abri dans la luzerne. Hein, Ricardo pourra en témoigner. En 2016, en plante-abri avec la luzerne, parce qu'on pense que ça peut être intéressant, contre-performance. Pourtant, en 2015, en plante-abri avec la luzerne, une belle performance. Et les hosties de plantes, hein? C'est là tout le temps pour te mêler. Là. Mais ça crée de l'emploi au niveau des agronomes. Tu sais, ça. C'est bon pour la profession. Parce que nous autres, on est tout le temps dans le gris, de toute façon. Ah, ouais. Je vais. M'as-tu de l'avoir, cet azote-là? Ben, tu sais, si. Voilà. On avait des essais de trèfle Alexandrie en intercalaire, qui c'était pas non plus génial dans le maïs. Donc, trèfle d'Alexandrie, regardez les biomasses de l'année passée. 900 et 1,4 tonnes. Cette année, on a tapé le 1,9 à 2. C'est du bon stock. Trèfle incarnat, belle plante, une rosette au sol avec une belle racine pivotante, bonne repousse tard à l'automne, ça c'est intéressant. Ça gèle pas vite, ça non plus. Là. Et ça aussi, ça peut vraiment passer l'hiver. En popularité grandissante, avec ce qu'on entend sur sa performance dans le maïs-grain. Trèfle incarnat, donc, regardez les biomasses de 2015, 1,4 à 2 tonnes, puis ici, on est 2,2, 2,9. Fait que, très belle implantation. Évidemment, les biomasses que je présente, on est zélé, mais on ne trie pas la repousse de blé. Tu sais, on n'est pas fou, là, on n'a pas une poignée dans le dos, là, fait qu'on mixe tout ça, puis on fait des azotes immobilisés, incluant la repousse de blé, qui est toujours quand même significative. Là. La veste de Kaaba. Alors, ça, c'est la veste qui vient d'une bière que j'ai prise avec un Américain. Écoutez, c'est pas hot, là. C'est 1,8, 1,5, 800 kg, 1,9, 900 kg. C'est pas exceptionnel. Puis Anne, elle a présenté mes courbes ce matin. Non. Mais on voyait que la réponse du maïs sur la veste de Kaaba, je vais vous les représenter, là, mais ça n'a pas l'air de vouloir torquer. C'est peut-être juste un problème de synchronisme entre le relâchage de l'azote puis
le besoin du maïs. Parce que ça, encore une fois, c'est une plante qui va pousser très tard. Là. Ça ne gèle pas vite, ça. Fait que ça, il peut avoir un gain de croissance tard à l'automne. Fait que ça, on regarde l'azote immobilisé, sans aller trop dans le détail, on voit que le poids 40-10 est vraiment un bon premier. Tout de suite derrière, le mix avec le radis fourragé. Pas loin derrière, suit le poids autrichien, bien que les biomasses sont inférieures, c'est pas si inintéressant. Puis regardez le trèfle incarnat, là. Ça, c'est sur l'ensemble des 5 zones d'observation. Évidemment, celle qui est en bleu, c'est le 30 pouces de M. Segui. Là. Je l'ai mis en guise de comparaison. Et aussi, je l'ai mis parce que Ricardo, ce serait sentier laissé de côté si je n'avais pas fait un histogramme avec... parce que c'est Ricardo qui a fait la job quand même. Donc, juste pour mettre les choses en perspective aussi, le mix que Daniel Gay se met traditionnellement, son mix avoine, orge, pois, ben on est à peu près 60 kg d'azote immobilisé. Alors que, tu sais, on peut aller chercher de 90 à 160 dans le poids 40-10 pur. Ce qui nous permet de constater, vraiment, regardez la racine pivotante du trèfle incarnat, elle se met, tu sais, début août, là, c'est intéressant. Hein? Moi, on ne reviendra pas à demi. Belle nodulation aussi, radis fourragé, on connaît tout ça. Regardez le pois autrichien, il fait des méga nodules, là, je pensais que c'était des OGM, là, mais c'est vraiment... C'est un rhizobium bien standard, là, rien de trop sorcier. Donc, il faut juste... On a des observations sur 2 années. 2 années avec des caractéristiques particulières. On a eu des automnes particulièrement généreux, 2015-2016. J'ai oublié ce matin quelqu'un qui parlait qu'à Noël. À Noël 2015, j'ai failli aller tondre mon gazon. J'avais manqué de temps à l'automne. Là. J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Mais je sais que la porte de la cuisine chez nous était ouverte, puis le moustiquaire était là, puis on était comme dehors, puis c'était exceptionnel. Fait que le pot autrichien, tout ça, ça poussait encore. Hein? Veste de Caba, trèfle incarnat, pot autrichien. Jeanne puis moi, on avait pris des biomasses en octobre, quand le poids a gelé. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, crime, il faudrait retourner prendre des biomasses, puis ça nous tentait tellement, là. Non, c'est plate prendre des biomasses. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré les plans, puis on avait mesuré les plans, puis on a vraiment établi qu'il y avait eu des gains importants, là, significatifs sur ces biomasses-là. Fait que c'est touché quand on fait des études avec des plantes. Tu sais, tu as pris, à un moment donné, des données à un certain stade, puis la plante, elle n'a pas arrêté de pousser parce que tu as décidé de prendre la biomasse, là, elle poursuit, là. Fait que tout le sort de l'azote après, puis le relâchage, c'est vraiment de la job pour les agronomes. Enfin, les biomasses que j'ai présentées excluent évidemment les masses racinaires, puis incluent les repos de céréales, comme je l'ai mentionné, et je viens d'en parler de ça. Donc, les analyses foliaires ne sont pas standardisées comme les analyses de sol. Ça veut dire que tu envoies ta biomasse à Agriquanta, puis tu envoies ta biomasse à Agroenvirolable. La première année, on ne s'était pas méfié. Là, je regardais les résultats de Sylvie, puis je regardais mes résultats, puis je dis, voyons, fait, faites gaffe quand on fait un projet comme ça, soyons rigoureux, un seul lab. Par rapport au... on a refait les échantillons parce qu'on avait du matériel pour le faire, pour corriger cette erreur, mais on a parlé de rapport Cessurène ce matin. Moi, j'ai vu l'année passée au colloque Santé des sols, il y avait un conférencier qui disait hey, « ça prend des rapports Cessurène de 50 pour amender, puis vraiment structurer le sol, puis tout ça. » Elle avait dit, elle parlait en général, c'est tu sais, la consultante américaine là, qui est PhD, là, qui a une grosse business. Là. En tout cas, puis dans l'après-midi, il y avait un conférencier qui faisait bof. Puis moi, ben, je vous les donne, les Cessurènes, mais je ne sais pas quoi faire avec. Fait qu'on continue. Parce que, ça, c'est un super tableau que Jeanne a fait. D'ailleurs, je salue l'esthétisme de ce tableau, qui est vraiment très joli. Mais ça résume, puis ce que j'aime de ce tableau-là, c'est que ça caractérise, en fait, les plantes de couverture pour leurs caractéristiques, la teneur en azote, la biomasse, tolérance au froid, tout ça. Mais aussi, ce que ça fait juste traduire, c'est que ce monde de la diversité pour être certain de réussir notre patente. Donc, si on conclut pour le volet implantation, parce que là, on va tomber dans la réponse au maïs, évidemment, le succès des cultures de couverture, c'est vraiment lié aux précautions qu'on fait pour la mise en place puis l'établissement. Très important. Puis, tu sais, en général, les résultats de recherche se s'entendent pour dire c'est vraiment des mélanges qu'il faut faire. Moi, je vous ai présenté des résultats de plantes uniques parce que je voulais avoir vraiment des vitrines d'observation pour des espèces uniques. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire là? Hein? Bon, les adaptations, les grosses semences, les différentes familles, etc. Il faut mélanger aussi les systèmes racinaires, mais vraiment la diversité. OK?
Là, c'est le bout le fun. Parce que, tu sais, on fait des céréales, là, qu'on soit un producteur bio, ou un producteur conventionnel, ou un producteur de semi-direct. Ah, l'année des céréales, c'est pas payant, non. Fait que là, dans le fond, ce qu'on aime, nous, c'est l'année d'après, le maïs. Il faut que ça torque dans le maïs, n'est-ce pas? Là, c'est important, l'année d'après, de faire un suivi du maïs sur sa performance par rapport aux cultures de couverture. Fait qu'on a mis de côté le trèfle égyptien, on ne l'a pas suivi parce que, tu sais, il n'y avait tellement pas de biomasse en 2015 que, tu sais, on s'est dit, c'est pas tellement intéressant. On a fait donc des suivis cette année chez Daniel Gay en transition bio, donc avec 0 intrant. Chez Jérôme Kennel, le client Sylvie Thibodeau, c'est un producteur en régie conventionnelle, mais dans un contexte de semi-direct. Donc, chez Daniel, l'eau limoneux, le travail de sol, ça a été travaillé au printemps et à l'automne. Puis, il y avait une partie du ça, je vous le dis parce que c'est off the records, là. Comment on dit ça en français? À l'extérieur de la record. Mais Daniel, il y avait une partie qui avait été déchaumée au printemps, puis une partie qui était déchaumée à l'automne. Dans les bandes, perpendiculaires. Puis ça, j'ai pas fait de suivi là-dessus, parce qu'à un moment donné, on manque de gaz un peu. Puis Daniel est convaincu, parce que moi, j'ai dit, Daniel, t'es en bio, niaise pas, man, tu t'en vas bio, là, tu sais, on déchaume à l'automne. Puis il est OK parce qu'il est un gars de semi-direct, puis il veut rien savoir. Mais... Fait que là, on a fait un compromis, tu sais, une belle relation de couple. Une moitié déchaumée à l'automne, puis l'autre moitié déchaumée au printemps. Puis Daniel, il dit, Carl, je suis sûr que sur mon capteur de rendement, quand j'arrivais dans celui qui était déchaumé au printemps, j'avais plus de rendement. Fait que qui sait si l'azote a été plus maintenu dans le chaume non incorporé à l'automne. Mais ça, j'ai aucune certitude. Fait que ça, c'est off the records. Si on revient à notre parcelle, on avait 2 variétés de maïs. 2007, semé le 18 mai à 34 000. Puis c'est la première année de transition à Daniel, fait que on a fait intervenir des voisins pour venir nous aider à désherber. Fait qu'il y a eu évidemment plusieurs passages. Puis Daniel puis moi, en début d'année, on aimait la couleur du maïs. Après ça, au mois d'août, on allait voir le maïs, on trouvait que la couleur était... On capotait pas. Là, on trouvait qu'il jaunissait un peu prématurément. Mais quand on arrivait dans la parcelle de Régras, là, c'était jaune. Les légumineuses, je vous le dis, c'est pas une joke, ça marche. Là. Et ça marche tellement que ça, c'est les rendements qu'on a obtenus. Ici, c'est le retour de Régras. Ça, c'est le résultat de 2 pesées physiques avec une balance de Pioneer. Fait que c'est des vraies pesées physiques. Fait que c'est 6 tonnes à l'hectare, retour de Régras, en bio. Pas de fumier, pas rien. L'azote immobilisé, l'année d'avant, vous vous rappelez, c'est la courbe ici en orange, là, ou en ambre, qui est à peu près à 30 kg d'azote immobilisé. Trèfle égyptien, on avait un petit peu plus d'azote immobilisé, mais vous vous rappelez que ce n'était pas des biomasses exceptionnelles. Bon, on est un petit peu mieux que le Régras. Puis, ben, tu sais, veste de Kaaba, trèfle égyptien, poids 40-10, poids autrichien, puis finalement le poids 40-10. Fait que, puis voyez-vous que le poids autrichien, il y avait une biomasse, en fait, une quantité d'azote immobilisé qui était quand même un peu inférieure à ses 2 voisins. Mais au niveau du rendement, de toute façon, ça ne résisterait pas à une analyse statistique, ça. Là. C'est vraiment 2 pesées. Mais vraiment, la tendance est lourde, puis on a poussé... Oui? Il y a 0 démarreur là. Ça, tu les as jamais vus, ça. Non, mais ça, je t'ai... Il y a 0 azote, il n'y a pas d'engrais minéral, il n'y a rien, là. C'est juste le précédent cultural. 2016, pour nous, dans notre région, c'est une année exceptionnelle pour le maïs, là. Denis, qui est le voisin qui parle tout le temps à Daniel, à côté, Denis, cette année, il y avait un retour de maïs sur du foin qui n'avait pas eu de fumier de poulet depuis 3 ou 4 ans. 4 ans, pas de fumier, pas rien, juste du foin récolté. Il a labouré ça, il a semé, il y a eu à peu près 9,5 à 10 tonnes en bio, pas d'intrants. Fait que, tu sais, c'est une année où les sols ont vraiment relâché de l'azote. C'est indéniable, on l'a vu dans des parcelles d'azote. Moi, j'avais pas de réponse à l'azote dans des parcelles de fertilisation minérale là, en agriculture conventionnelle. Là. Fait que, clairement, ça a craché. Puis, clairement, il semble que l'indicateur de, quand même, la quantité d'azote immobilisé, ça semble tenir la route. Monsieur Kennel. Alors, l'eau margileux, évidemment, aucun travail de sol. Là, il manque un ici, c'est le P0157, un 3000, semé le 28 avril à 36 000. Il y a eu un brûlage au Roundup puis un post-converge.
Là, c'est le gros dispositif malade. Là. Fait que, bon, évidemment, on a tous les précédents culturaux que vous connaissez. Puis là, on a fait dans la parcelle témoin, ça veut dire que dans la parcelle où on avait la repousse de blé, parce que c'était pas du régras dans ce cas-là, on a évidemment les doses de 40, 80, 120, 160, 200, 240 unités d'azote totales, 4 répétitions. Et dans les parcelles de culture de couverture, on a coupé un peu, on s'est dit qu'on va arrêter à 200, puis on avait 3 répétitions. À un moment donné, c'est pour des raisons économiques, là, les dispositifs, ça coûte cher, puis c'est quand même beaucoup de travail. C'est des petites parcelles cuisine, 8 mètres par 6 rangs. L'azote était amendé à la main. Je remercie Stéphanie et toute la Montérégie-Ouest qui était dans ma parcelle pour m'aider parce que je faisais pitié. Fait que, et les récoltes ont été faites aussi en collaboration avec le MAPAC, que je salue au passage, et Francisca qui était là aussi. Francisca, tu n'as jamais vu les résultats. Et Sylvie était là. Ah, Sylvie n'était pas là pour la récolte. Non, c'était là pour l'azote. Oui, c'est ça. Elle est venue mettre les petits sacs d'engrais, mais quand c'était le temps pour le maïs... c'est parce qu'elle en avait d'autres parcelles ailleurs. Là. Mais Sylvie est une collaboratrice exceptionnelle, soit dit en passant. Commentaire sur le site, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé que cette année, les sols étaient... En Montérégie-Ouest, les sols étaient froids et secs cette année. C'était vraiment froid. Moi, j'ai trouvé que le maïs n'a pas... puis l'ensemble des maïs de la région, on avait toujours du maïs à 2 vitesses cette année. Tu avais systématiquement, toute régie confondue, des maïs à 2 puis à 4 feuilles. Tu sais, c'était ça. La levée n'a pas été uniforme. On ne l'a pas vu à l'automne parce qu'on a eu des récoltes. Tu sais, le mois de septembre a été généreux. Mais la levée était quand même un peu inégale. Les cultures de couverture, il faut comprendre aussi qu'ils étaient restés à la surface du sol. Fait que ça créait aussi un petit peu une zone peut-être un peu plus froide. Là. Donc... on avait donc ici, l'année passée, les bandes de culture de couverture. Ici, il y a un petit peu de repousse. Là. Et on a donc piqué les parcelles pour établir le complexe dispositif. Je remercie la ferme DPA de m'avoir passé son pick-up, parce que ça ne rentre pas dans ma Honda. Là. 99 poches de maïs, de coton, qui ont été battues par Gilles Tremblay. Merci, Gilles. Et ce qui m'amène mes courbes. Ça, c'est la version agronome des courbes. Alors, l'agronome, qu'est-ce qu'il fait? L'agronome n'a pas toutes les compétences d'un chercheur, n'est-ce pas? L'agronome, il s'inspire un peu de ce que des gens lui ont dit. Ben, regarde, tu n'as pas de zéro dans tes parcelles. Fait que tu fais une régression, tu regardes un peu ce que ça donne, puis après, tu rapportes ta courbe sur la réponse à l'azote de ton témoin, là, qui est ici en bleu. Puis dans le cas de la veste de Kaaba, comme Anne vous l'a dit ce matin, là, la courbe, elle colle tellement au témoin que il n'y a vraiment visiblement pas d'effet de fertilité supplémentaire là, avec la veste de Kaaba. En tout cas, pas en 2016, parce qu'on continue en 2017. Le trèfle incarnat, ça allait bien mes affaires. Je regardais la courbe, j'ai fait une régression. Je dis, bon, mon zéro équivaut à peu près à 110 unités d'azote. J'étais toute fière de ça. Alors, j'ai présenté mes courbes à Anne. Et Anne a dit, j'ai regardé tes données, Carlo, parce qu'elle m'appelle Carlo. Puis vraiment, j'avais un peu trop de variabilité dans mes densités. Parce qu'on quand on prend les épis, on compte le nombre d'épis. Puis elle dit, cette parcelle-là, malheureusement, on ne peut pas vraiment... mais si on oublie les statistiques, puis on oublie l'effet de la densité, la courbe est belle. Elle est belle, ma courbe. Hein, parce que si ma courbe, bien que j'ai tort, il y aurait comme un apport d'équivalent d'à peu près 110 unités d'azote avec le précédent de trèfle incarnat. Puis moi, je persiste à penser que le trèfle incarnat fait quelque chose, mais malheureusement, je n'ai pas les données pour m'appuyer cette année. Fait qu'on va aller voir ailleurs. Fait que là, je dis, Anne, pourrais-tu regarder un petit peu plus attentivement mes affaires? T'sais, pourrais-tu me faire ça? Fait que là, quand tu demandes ça à Anne, on part d'un graphique simplissime, puis on arrive avec ça. Puis là, ben, c'est moi le fanfaron en avant qui est là pour vous expliquer ça. Mais moi, je l'ai simplifié. Oui. Fait que là, elle commence à me dire, ouais, on pourrait regarder l'équivalent minéral. Puis après ça, elle dit, ouais, mais il y a aussi l'approche d'économie d'engrais. Puis au final, j'aimerais ça aussi, on pourrait regarder la dose limite. Tout ça pour dire que... Numéro 2. Fait qu'on pense que pour le pois fourragé, l'équivalent serait raisonnable de dire que... Puis Anne a voulu l'expliquer ce matin, là, c'est vraiment le rendement maximum obtenu, ça équivaut à combien d'azote pour respectivement chaque courbe. On fait la comparaison et ça donne l'équivalent de 115 unités d'azote.
Moi, quand j'avais fait ma stupide régression d'agronome peu compétent, ben, tu sais, j'arrivais ici, ma régression arrivait. Ben, je revenais, je vais vous le montrer, là. Fait que, tu sais, je disais, tabarouette, ça crache 200 unités d'azote. Là, j'étais, wow! Mais faut pas être naïf dans la vie, là. La plante immobilise 92 kg d'azote, puis là, je prétends qu'elle en crache 200. Fait que, Houston, we have a problem. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, nous autres, les agronomes, on mesure l'azote parce qu'on est capable, c'est facile, tu sais. Hey, Simon, t'as remplacé mon oncle. OK. Je t'avais pas vu. Ça m'a déconcentré, ça, Simon, t'aurais pas dû venir. Là. Fait que nous autres, on mesure l'azote, là, puis on triple, là, tu sais, on pense qu'on... Mais ce que vous allez retenir de l'ensemble de cette présentation-là, en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on documente l'azote, on la mesure, mais il se passe tellement d'affaires dans le sol. Tu sais, c'est-tu l'agrégation, c'est-tu la stabilité structurale, c'est-tu la biomasse microbienne, c'est-tu les polysaccharides, c'est-tu... Je le sais-tu. Fait que, c'est bien dit, ça. Il y a juste toi qui l'as pas dit. Mais on le sait pas. Mais, visiblement, le poids fourragé... On revient à ma courbe qui est quand même plus simple à comprendre. Là. Le poids fourragé, là... pas rien, là. On part à plus que 12 tonnes avec 40 unités d'azote. Tu sais, ça crache en tabarouette. Pour la caméra de tabarouette. Hey, non, mais écoutez, on est au-dessus de la courbe là, dès le départ. Là. Fait que c'est certain que le poids fourragé, c'est une bombe. Le poids autrichien, on l'a dit tantôt, un petit peu plus timide. Anne a évalué le même équivalent. Tu vois, 116, on était à 115. Fait que, tu sais, ça se rapproche. Puis la courbe aussi, très semblable, là. Le poids autrichien, il part en lion, là, tu sais, vraiment. Parce que vous comprendrez que ça, c'est tous des points d'échantillonnage. Puis c'est une donnée, puis ça démontre la variabilité qu'on a, qui est intrinsèque quand on fait des parcelles. Mais au final, à l'analyse rigoureuse, poids 40-10, 89 kg d'azote dans la biomasse. Moi, avec mon calcul de nouilles, j'arrive à 160. Bon. Alors, si on fait une espèce de bilan, ça, c'est l'azote qui est immobilisé, tu sais. Ça varie de 65, 89, 92, 75. Et si on retient l'approche 2 Vanasse, d'économie d'engrais, la veste de carbone, on oublie ça, mais tu sais, 115, 115, 116. C'est comme si chaque plante ici avait donné un équivalent azoté, somme toute équivalent. Donc, pour une même dose d'azote, on s'entend, il y a un rendement supérieur là, sur le précédent des cultures de couverture. C'est sûr que les légumineuses ont livré. Il y a vraiment ce que Anne a nommé le non-nitrogen effect. Fait qu'il faut voir au-delà de l'azote, mais c'est sûr que l'azote, c'est un paramètre qu'on peut contrôler. La biomasse macrobienne, l'activité microbienne du sol, puis l'agrégation, c'est des choses qui se mesurent, mais c'est pas ici évident. Fait que je vous rappelle que on a eu des biomasses exceptionnelles en 2015. En 2016, on a encore la chance d'avoir des biomasses exceptionnelles, mais est-ce qu'en 2017, la saison de culture va permettre à cette biomasse-là de s'exprimer totalement? Fait que en 2017, donc, chez Daniel Gay, on poursuit le projet parce qu'on ne sera pas dans un champ en transition. Fait que cette année, si je rêve un peu, dans la même parcelle, on va avoir les deux. On va avoir une partie de champ sans fertilisation minérale, puis une partie avec fertilisation minérale. Fait qu'on va pouvoir faire la courbe de réponse à l'azote en conventionnel. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!